L'actualité se poursuit dans ce 12-13. Mesdames, Messieurs, revenons sur l'actualité du nouveau gouvernement de la cohésion nationale qui a été publié depuis dimanche 7 décembre dernier, a suscité plusieurs réactions et analyses dans le quotidien de Congolais. À cet effet, nous vous proposons l'analyse de Badi Banga qui a eu lieu hier sur le plateau de Patrick Pezozanetti. Emmanuel Badibanga, rédacteur en chef du journal Avenir, bonsoir. Bonsoir Patrick Pezo. Alors Emmanuel, le gouvernement de cohésion nationale a été promis depuis plus d'une année. Il arrive maintenant. Est-ce qu'il était encore opportun? Écoutez Patrick, lorsque le chef de l'État promit l'avènement de ce gouvernement, il n'avait dit ni le jour ni l'heure. Au moins il est vrai que ce qu'il avait promis fait pratiquement force de loi et qu'un jour ou un autre, il fallait qu'on en arrive là. Voilà, il n'y a pas de jour approprié pour parler de l'avènement de ce gouvernement ou de jour dépassé pour en parler, surtout lorsqu'on sait que le quadruple objectif poursuivi par les concertations nationales, qui avait d'ailleurs poussé le chef de l'État à promettre, sur base de quelques 700 recommandations issues de ces assises, l'avènement de ce gouvernement. Donc, je disais, c'est entre autres le gouvernement qui devait arriver à mettre fin à ce cycle infernal de guerre à répétition dans la partie Est. Moi, je me pose la question, est-ce qu'il y a encore des mouvements d'insécurité? Est-ce qu'il y a encore nécessité qu'on revise ce genre de dossier? Si oui, et donc ce gouvernement devait venir. Il fallait aussi militer, toujours à partir de ces concertations, de telle sorte que les uns et les autres ne coalisent plus avec le mal au détriment des richesses et de la population congolaise. Si tel est encore le cas, je considère aussi que l'avènement de ce gouvernement était plus qu'une nécessité. Et donc, lorsque vous voyez les objectifs qui étaient assignés aux concertations nationales et que vous voyez la situation qui prévaut jusqu'à ces jours dans ce pays et plus particulièrement dans l'Est, vous comprendrez qu'il fallait aujourd'hui, plus qu'hier, qu'il y ait sur pied un gouvernement de cohésion nationale qui vienne mettre fin à tous ces cycles que le président avait déplorés. Il y a des portefeuilles qui ont été scindés. Mais il y a le ministère des Affaires sociales, on dirait qu'il n'est plus là. Que devient Charles Nawej Mundele? Il est remplacé par qui? Où est parti ce portefeuille, Emmanuel? Je ne sais pas si le gouvernement existait pour qu'un ministre dénommé soit membre de cette équipe. Je ne sais pas non plus s'il fallait que chaque structure gouvernementale soit identique. Vous vous souviendrez, Patrick, que chaque fois qu'il y a remaniement dans ce pays, et même dans beaucoup d'autres pays au monde, on revoit les portefeuilles. Vous savez, avec Matata 1, on avait 2 vice-premiers ministres. Actuellement, nous en avons 3. On n'avait pas le ministre d'État, nous en avons aujourd'hui. Alors qu'autrefois, on avait un ministre délégué. Actuellement, vous n'en avez pas. Il y avait des portefeuilles qui étaient scindés, qui étaient unifiés. Vous parlerez du cas de Banzamo Kalaï qui animait Jeunesse, Sport, Culture et Art. Aujourd'hui, Jeunesse et Sport, c'est à gauche. Culture et Art, c'est Banzamo Kalaï qui reste. Donc, la configuration d'une équipe gouvernementale ne dépend pas de quelques appétits de ceux qui voudraient briller par une sorte de védétariat politique quelque part. Mais elle dépend cette configuration pratiquement des objectifs assignés à une équipe gouvernementale. Et donc, parlons du cas des affaires sociales auxquelles vous avez fait allusion. Je considère personnellement que au regard des enjeux de l'heure, il était promis que l'on mette sur pied des ministères qui pouvaient répondre vaillamment à certaines réalités. Oubli ou négligence, ce n'est pas ça le cas. Ça veut dire qu'on ne parlera plus des affaires sociales ou est-ce que ces prérogatives vont être remises à un autre portefeuille? Bien sûr. Lorsque vous êtes nommé ministre, Patrick, vous avez une feuille de route, vous avez un cahier de charges, vous avez les instructions qui sont pratiquement votre tableau de bord pour que vous sachiez ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas, pour éviter chevauchement entre ministères. Voilà pourquoi le champ est sérieusement délimité. Et pour le cas d'espèce, je ne souhaite pas qu'il y ait sinistre demain en RDC. Mais si jamais il y a sinistre quelque part, vous verrez
qu'il y aura une équipe gouvernementale déployée sur les lieux, et ne fût-ce qu'une commission ad hoc chargée de voler au secours de populations sinistrées. Et donc, le fait qu'il n'y ait pas eu une dénomination X n'exclut pas la volonté de voler au secours des populations qui en ont besoin. Sinon, tout est urgence. On risquerait d'avoir 1000 portefeuilles dans ce pays. Et donc, ce n'est pas ça la question. Et ce n'est pas comme ça qu'il faut la voir. Le président a délimité, parce qu'il fallait après tout délimiter le nombre de ministères et qu'il fallait donner un cahier précis à chacun de ces ministres pour qu'il remplisse son rôle. Et donc, il faut se contenter du grand nombre d'ailleurs. 47, c'est très grand gouvernement. Il ne fallait pas qu'on en arrive à 48 ou à 90. Et donc, je considère que l'absence de Charles Nawej, comme l'absence de Rémi Moussoungaï qui est sorti, ou d'encore un X ou un Y, ne devait pas constituer un débat. Cela relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Voilà, vous l'avez dit, un gouvernement composé de 47 membres, dont 7 femmes. Avec tout ce qui a été dit autour de la représentativité des femmes dans les institutions, on aurait cru qu'il y aurait moitié homme, moitié femme, ou peut-être 40% des femmes dans ces gouvernements, Emmanuel. Je crois, Patrick, qu'il faut rentrer d'abord sur le plan sociopolitique de la question. De prime abord, jusqu'à ces jours, et même les femmes le reconnaissent, les femmes n'ont pas eu beaucoup de chance que leurs pères, les hommes, pour un peu être cadres dans la société. Il y a, c'est vrai, des femmes vaillantes et brillantes qui se battent sur toute la ligne et dans tous les domaines. Mais quand vous les comparez dans tous les aspects vitaux de notre société congolaise, vous verrez que le taux de femmes reste faible comparé à celui des hommes. Ça, c'est une première considération. La deuxième considération, la parité dont on a parlé dans notre constitution, l'article 14, fait allusion à 40% de femmes dans des institutions. Mais dès lors que, d'autre part, vous avez affaire à un système de quotas, il faut le dire clairement. Vous vous souviendrez en 2011, lorsqu'il a été demandé aux partis politiques de présenter des listes zébrées, et ce n'est pas tout le monde qui a respecté cette ligne de conduite. Il y a des partis politiques où vous trouvez une femme sur 20 hommes, où vous trouvez 2 femmes sur 50 hommes au sein des directoires et ailleurs. Parce que la plupart des femmes, d'ailleurs, ne s'intéressent pas à la politique. Il y en a même d'autres qui négligent. Il y en a d'autres qui, à cause de nous, les hommes, nous, les maris, nous interdisons à ces femmes de faire de la politique, les étiquetant d'une manière ou d'une autre. Et donc, tous ces éléments pris en considération, jusqu'à ces jours, il y a moins de femmes formées par rapport aux hommes. Jusqu'à ces jours, il y a moins de femmes qui font de la politique comparée aux hommes. Jusqu'à ces jours, il y a des femmes qui sont stigmatisées, il faut le reconnaître, main sur cœur, et donc tous ces éléments ne favorisent pas l'éclosion de la femme. Mais quant à dire qu'il n'y a pas amélioration, je ne pense pas. Parce que si je compare, le gouvernement Matata comptait 36 membres, avec 5 femmes, ce qui représente, selon moi, 14%. Et aujourd'hui, le gouvernement Matata 2 vient avec 47 membres, avec 7 femmes. Ça représente 15%. C'est un léger aménagement, une légère amélioration, quand bien même on ne le verrait pas à première vue. Mais ce qui est important, ce n'est pas le sexe dans le gouvernement, ce n'est pas l'homme ou la femme, parce qu'au fait, le ministre n'a pas de sexe. Le ministre, c'est un homme au service de son pays, homme ou femme soit-il. Voilà, il doit travailler, c'est ce qui est important. Alors, on parle de gouvernement de cohésion nationale sans les 2 plus grands partis de l'opposition, l'UDPS et l'UNC. Je crois que l'information ne devait pas être aussi donnée de cette manière-là. Parce que j'essaie d'étudier à fond. Je découvre en passant que le ministre en charge des recherches scientifiques, M. Daniel Kalonji, est de l'UDPS. Peut-être je vous l'apprends. Je viens de les découvrir aussi ce soir. Et donc, il y a des éléments qui fusent de toutes parts et qui font leur entrée dans ce gouvernement. Il est de l'UDPS Tshisekedi. Il est de l'UDPS Tshisekedi. Je précise UDPS Tshisekedi. Bon, enfin, je ne sais pas si l'UDPS Kibasa existe encore. J'entends parler, mais sur le terrain, qui dit UDPS Tshisekedi. Là, il n'y a pas à négocier. Et j'ai découvert que M. Daniel Kalonji est issu du parti UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, de Etienne Tshisekedi. Ça, il faudra aussi continuer à le voir, parce que je connais un peu ce parti. Donc, lorsque vous analysez, il est vrai qu'en démocratie, Patrick Pezo, tout le monde n'est pas obligé à mettre la main à la pâte, quand bien même il s'agit d'un intérêt national, quand bien même il s'agit d'une cohésion nationale,
il y a eu des voix qui se sont levées de part et d'autre pour dire nous ne prenons pas part à ces négociations, nous n'allons pas aux concertations, nous ne reconnaissons pas les membres qui sont allés au Parlement. Et tous ceux qui se détachent de cette ligne de conduite s'excluent. Je l'entendais tout à l'heure avec le cas du MLC, lorsque on a vu Thomas Louaka, qui en est le secrétaire général, c'est-à-dire le 01 après Jean-Pierre Bemba dans ce pays, lorsqu'on dit qu'il s'est auto-exclu. Enfin, justement, parlons de ça, Emmanuel. Est-ce que cette adhésion de Thomas Louaka, Germain Kambinga et Gouaké Omer n'a pas reçu l'aval du parti, ou disons clairement de Jean-Pierre Bemba? J'ai lu la déclaration et je l'ai suivi aussi avec vous dans le média ce soir lorsque le sénateur Joly nous a fait lecture de cet élément. Je suis un peu estomaqué parce que mon premier constat, c'est que chaque jour qui passe, le MLC se vide de sa substance. Hier, nous avions des vaillants hommes brillants comme Délice Sanga. Où est Délice Sanga aujourd'hui? Où est passé Olivier Kamitatou, président de l'ARC aujourd'hui? C'est parmi les vaillants hommes qui ont porté Jean-Pierre Bemba, là où nous l'avons vu arriver. Où est passé quelqu'un comme, je citerai en passant, François Mwamba-Tchimbi? Qu'est-ce qu'il est devenu? Le président d'un parti politique à part et qui est maintenant mécanisme de suivi. La liste serait très longue sans vouloir parler des autres gens, Lucien Boussa, qui était candidat malheureux à l'Équateur, et même aujourd'hui, lorsqu'on va parler d'un homme de la taille de Thomas Louaka Losenjola, ou encore de Germain Kambinga, ou de Gouaké Omer Yangem, il s'agit de ces hommes-là qui sont des grands piliers du MLC. Et je me demande, ces gens qui ont pignon sur rue, qui tombent jour après jour, qu'est-ce qu'ils laissent derrière eux? Parce que là, il y a un problème. Enfin, nous avons suivi la déclaration. Il semble, d'après le déclarant, que Jean-Pierre Bemba a été saisi hier même dans la soirée, et qu'il aurait réagi en disant ces gens se sont exclus, auto-exclus donc, et qu'ils sont désormais radiés du parti politique. Moi, tout ce que je considère, c'est qu'en politique, toutes les armes sont bonnes. Lorsque, vous savez, qui veut noyer son chien, elle accuse des rages. Il est vrai que, vouloir ou pas, Thomas Louaka et ses deux compères sont déjà dans le gouvernement. Ils n'ont pas réagi, qui me dit mot consent. Et donc, c'est le MLC qui devra le déplorer parce que les autres ont donné raison à la cohésion quand le MLC elle-même se retire. C'était donc là l'analyse de Badi Banga sur le gouvernement de cohésion nationale.